Alors, depuis 20 ans, on nous répète que la Nouvelle-Calédonie a un destin commun. C'est comme un horizon, comme une promesse. En tout cas, c'est un mot qui traverse tous les discours politiques. Sauf que sur le terrain, dans la vraie vie, le terrain commun, il est bancal. On vit ensemble, plutôt côte à côte, généralement sans se connaître et souvent même sans vouloir se comprendre ou se parler. En Nouvelle-Calédonie, on a des communautés qui partagent un territoire, mais qui se sont construites chacune avec leurs propres récits, leurs propres mémoires, leurs propres blessures. Et l'histoire coloniale a créé un fossé qui est très profond. Moi, ce que j'entends en tant qu'anthropologue, c'est beaucoup de jeunes Kanaks qui me disent qu'ils ne connaissent pas l'histoire de leur tribu, de leur clan, de leur pays. Et de l'autre côté, en pays caldoche, j'ai envie de dire, le pays qu'on appelle du non-dit, on traverse l'histoire avec ses propres fantômes et la transmission ne se fait pas forcément. Pour creuser ce sujet, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir quelqu'un que je connais bien, puisque c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées quand je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie. C'est quelqu'un avec qui je collabore depuis plus de 20 ans sur le terrain, hein, que ce soit en province sud, en province nord ou dans les îles. On a travaillé ensemble, on a partagé pas mal d'aventures professionnelles. Et c'est surtout un enfant du pays qui, comme il le dit lui-même, a une histoire personnelle, intime, entrelacée. Donc déjà, bonjour Laurent. Bonjour Véronique. Laurent Châtenay, donc je suis ravie d'accueillir. Et donc tu l'as dit souvent, tu es du côté de ton père de la 5e génération de Caldoche. Du côté de ta maman, tu t'es découvert il y a 15 ans, justement suite à beaucoup de silences familiaux, une arrière-grand-mère qui vient de Yengen. Donc ma première question, c'est comment on vit actuellement quand on a ces deux histoires qui en Nouvelle-Calédonie s'opposent et qu'on est un enfant de ces deux histoires? Bien, déjà, merci de me donner l'opportunité de parler de ce sujet qui est un sujet au cœur du pays. Alors, comment on vit cette histoire de façon très différente et de façon très personnelle, parce que ça a été mon cas pendant une grande partie de ma vie, pendant 50 ans. Je ne connaissais pas mes origines côté kanak. Et donc, je l'ai découvert tout à fait par hasard. Et c'est vrai que ça a ouvert une porte particulière chez moi, qui m'a donné envie de creuser, d'aller justement, de me documenter sur cette histoire. Et c'est une histoire très compliquée, c'est une histoire dramatique, hein, l'histoire de la colonisation, et la Calédonie n'a pas été épargnée. Il y a vraiment eu des drames absolument incroyables. Et ça aide à comprendre un petit peu eh bien, le positionnement qui a été traduit par un positionnement politique, hein, par le FNLKS ou par l'ensemble des partis indépendantistes, du peuple mélanésien dans sa grande majorité, parce que lui en a été la victime. Alors c'est vrai qu'on entend très souvent les gens qui ont du mal à entendre ça, nous dire mais ça suffit, on ne va pas parler du passé éternellement, il faut regarder vers Mm. l'avant. Certes, il faut regarder vers l'avant, mais quand le passé a structuré les relations dans le pays de cette façon-là, on ne peut pas regarder de l'avant comme ça sans prendre connaissance de cette histoire. Donc moi j'ai eu la chance, Mhm. un peu par hasard, hein, d'avoir été exposé à ça. Ça a ouvert une porte, une sensibilité très particulière. Beaucoup de Calédoniens qui ont aussi l'histoire de famille mixte, n'ont pas forcément fait ce pas-là, parce que c'est vrai, pendant longtemps, ça a été déjà sur l'origine Mhm. calédonienne. Hein, est-ce qu'on vient du bagne? Est-ce qu'on vient de la colonisation, enfin du peuplement colonial? Est-ce qu'on vient d'autres sources, etc. Euh, les familles n'ont pas toujours raconté la vérité. Moi, je l'ai dit assez souvent. Je dis, j'en veux quelque part, d'une certaine façon, à mes parents, à mes grands-parents, parce qu'ils m'ont pas raconté la vraie histoire, l'histoire du pays, mais même l'histoire de ma famille. Donc à partir de là, ça peut être difficile de faire une citoyenneté si on ne sait pas d'où on vient. Mais qu'est-ce qui fait que d'après toi, on a l'impression qu'il y a cette transmission, aussi bien du côté kanak que caldoche, à un moment de l'histoire, elle a été coupée. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile en Nouvelle-Calédonie
de se raconter, de raconter l'histoire de sa famille? Ben, il y a ce côté, une partie, une honte, hein, Ouais, finalement, à avouer d'où sont nos véritables origines, surtout c'est quand ça vient du bagne. Euh, et de l'autre côté, on est dans une tradition orale. ouais. Ok. Nous, les Occidentaux, en fait, l'histoire, on la raconte dans Mhm. des livres d'histoire, et qu'on pose sur des étagères et on va les consulter quand on en a besoin. Dans la tradition orale, non, on se raconte l'histoire du conflit au coin du feu. C'est une image, hein, Ouais, que ouais. je donne, mais on se la raconte, on la véhicule de génération en génération, avec tout ce que ça comporte comme oubli, comme interprétation, etc. Donc on n'a pas forcément Mhm. la vraie histoire de ce côté-là. Mais par contre, oui, il y a des mémoires. Il y a la mémoire des souffrances. Et puis aujourd'hui, comme je le dis, en fait, ces différences, elles sont structurelles en Nouvelle-Calédonie. On a atteint un niveau d'inégalité dont on a parlé depuis très longtemps. Ça a été l'occasion de grands travaux dans le cadre de NC 2025. Ça a été l'occasion, dans des travaux que j'ai pu faire après sur le Forum Perspective. Il y a des inégalités sociales criantes. Alors on va dire, ben oui, on n'est pas le seul pays au monde. Oui, mais ici, elles sont quand même assez ciblées. Mhm. Il y a une population qui en pâtit beaucoup plus que le reste de la population. Et en fait, ce qui pose problème, de mon point de vue aujourd'hui, c'est la politique. C'est la façon dont on organise la politique. Euh, je, je parlais il n'y a pas tellement longtemps, peut-être avec toi d'ailleurs, Véronique, des provinces. Oui. Les provinces, elles ont été nécessaires à un moment de notre histoire parce que c'était l'opportunité. Il fallait impérativement rééquilibrer les choses, rééquilibrer le pouvoir politique, le pouvoir économique et d'une certaine façon avoir un rééquilibrage géographique aussi. Hein, ça a été toute la philosophie qui a été développée à travers les accords de Nouméa et les accords Matignon précédemment. Ces provinces-là qui étaient nécessaires, on a fait le constat depuis un certain temps on n'a pas beaucoup parlé du millefeuille administratif, et on entend toujours dans toutes les enquêtes de terrain que j'ai Mhm. faites, moi, la première chose qui venait systématiquement, on nous parlait de l'incohérence et oui, l'incohérence et l'inefficacité des politiques publiques provinciales. Alors non seulement ça coûte très cher, mais en plus de ça, eh ben, en fait, on s'est trouvé dans une situation où on n'a pas fait pays. Mhm. Chacune des provinces a mené ses politiques. Et en fait, on a fait des enclaves, Mhm. finalement, qui n'ont pas travaillé sur cette notion de pays, cette notion de citoyenneté. Et eh bien, il y a eu Bougival récemment. Oui. On n'a pas du tout parlé, Non. finalement, de l'organisation institutionnelle du pays. Au contraire, on a dit on va les renforcer, les provinces. On va leur donner une capacité fiscale. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, une capacité fiscale, une police provinciale, hein, en province sud. Et ce qui va se passer, ben oui, 90% de la capacité fiscale, elle est en province sud. Donc on va creuser encore plus le fossé des inégalités. C'est ce qui va se passer, hein, au bout du compte. Et donc dans ce contexte-là, on renforce les provinces, c'est tout ce qu'il faut, c'est tout le contraire de ce qu'il faudrait faire pour faire pays. Et la question qui se pose, c'est maintenant, est-ce que finalement on n'est pas allé trop loin et est-ce que finalement c'est pas trop tard? Est-ce que dans ce contexte politique qui oppose, qui oppose le Nord, le Sud, les îles, qui oppose les Kanaks, les non-Kanaks, les indépendantistes, les non-indépendantistes, le discours politique, il est clivé. Oui. Il est clivé. Et donc, on entretient les gens dans cette logique de clivage, dans cette logique d'opposition. Et maintenant, on veut faire l'hyper-provincialisation. Finalement, peut-être, pour terminer en apartheid, hein, on a une province sud qui va être hyper puissante, qui a déjà commencé à lancer des politiques sociales qui sont ignobles. Il faut dire les choses comme elles sont. On coupe l'aide au logement, l'aide au transport, etc. Et donc on cible une catégorie de la population qui bénéficie normalement de ces aides-là. Et, et dans ce contexte-là, on imagine on va vite pouvoir vivre en paix entre citoyens.
Et dans tout ce que tu dis, on parle de Bougival, on parle de l'évolution institutionnelle, etc., qui ne va pas dans le bon sens. Moi, ce que je vois qui manque aussi, on a déjà eu cette discussion aussi, c'est ce projet de société. Et ce projet de société qui, pour moi, en tant qu'anthropologue, il faudrait construire en partant du récit. Des récits de vie. Pour moi, les récits de vie, c'est pas simplement les récits de l'intime, c'est une porte sur l'histoire commune. On peut pas construire une société ensemble et on ne peut pas construire un destin commun si on ne partage pas à un moment ces récits communs. Et là, je pense, et on en a aussi déjà discuté, à ce qu'a fait l'Afrique du Sud, ou ce qu'ont fait les Salomon plus proches de nous, avec ces commissions réconciliation et vérité, où les gens pouvaient s'exprimer, pouvaient parler. Et à partir de ça, on construisait ensemble un projet de société. Et ça manque. Est-ce que tu penses que c'est encore possible maintenant de le faire alors qu'on ne l'a pas fait mais depuis 20 ans, depuis 30 ans, hein? Bah, le fameux projet de société, c'était celui finalement qu'on avait tenté de faire lors de Nouvelle-Calédonie 2025. Tout à fait, mais personne s'en est emparé. On était allé sur le terrain, Oui, on avait c'est écouté vrai. les gens, on C'est posait vrai. des questions, même si parfois ça avait été difficile d'aller chercher le monde kanak, hein, qui C'est a vrai. eu du mal à s'exprimer lors de cette expérience-là. Mais je dirais, moi j'ai l'impression qu'on a perdu les bonnes Ouais. occasions. Mm, mm. Dans le contexte politique actuel, qui va être un contexte d'opposition majeure, avec une incompréhension totale de la part du peuple kanak, qui ne comprend pas pourquoi on continue à chercher d'une certaine façon à les dominer politiquement, alors que finalement il y a une chose dont on parle jamais aujourd'hui, c'est que moi je considère que la majorité politique a changé dans ce pays. Mhm. Il y a une trajectoire politique qui a fait changer de majorité. Je te rappelle, tu te souviens, à la veille du premier référendum, Mhm. tout le monde disait Oui, les doigts dans le nez, c'est c'est vrai. 70%, 30%. On a oublié déjà ça. On a la mémoire très courte, hein, parfois en Nouvelle-Calédonie quand même, hein. Très courte. Le lendemain du résultat, c'était pas du tout ça. Le deuxième référendum, ça a été encore plus proche. Et ouf, le FNKS a décidé de boycotter le troisième référendum. Mais le troisième référendum, ou moi je l'appelle le quatrième référendum, depuis il a eu lieu. C'est les élections législatives. Là, avec un corps élargi, Ouais. un corps électoral beaucoup plus important que que le corps référendaire, il y a 10 000 voix d'écart. Donc aujourd'hui, moi je suis persuadé que la majorité politique en Nouvelle-Calédonie, elle a changé de camp. La majorité est indépendantiste, même si la Nouvelle-Calédonie n'est pas indépendante. Et aujourd'hui, il semblerait que cette situation ne soit pas du tout reconnue et admise par l'État français. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour passer au-dessus de ça. On s'est organisé à travers Bourgival, surtout pour ne pas organiser de référendum dans les prochaines années, parce que si on organisait un référendum dans les prochains mois, il y a très grande chance que ce soit le oui à l'indépendance qui l'emporte. Donc on s'est organisé surtout pour qu'il n'y ait pas de référendum. Il faut au contraire, pour organiser le référendum, une majorité des 3/5 du Congrès. Oui. Donc c'est plus 50 plus 50% plus une voix. C'est 66,6% maintenant qu'il faut pour organiser un référendum. Autant vous dire qu'on est loin de cela. Il n'y a jamais eu une majorité politique en Nouvelle-Calédonie de cette ampleur. Même à la grande époque de Lucé et de Maurice Lenormand, c'était pas ça. Donc aujourd'hui, on refuse en quelque sorte le droit à l'autodétermination du peuple kanak. Donc dans ce contexte politique, est-ce qu'on, sincèrement, on pense qu'on peut bâtir une citoyenneté commune, une vision du destin commun, un projet de société commun? Mais non. Chacune des provinces va avoir son projet de société et le pays ne peut pas se faire dans ces conditions-là. Est-ce que tu es en train de dire que là, le destin commun, c'est trop tard? J'en ai bien peur. J'ai peur que le destin commun soit trop tard. Je pense qu'aujourd'hui, les conditions politiques, qui sont tout sauf qui n'apportent pas de sérénité dans le pays. Au contraire, on sent que les choses se tendent de tous les côtés. Et on ne va pas tarder à voir de nouveaux événements initiés par la politique, mais aussi par la situation sociale. La situation sociale est Elle est catastrophique. catastrophique. Et ça a été le Elle est cri catastrophique. d'alarme qu'on posait ces jeunes il y a un an. Ouais, C'est ouais. pas seulement une manipulation politique qu'on a vue.
On a vu des jeunes qui se sont révoltés contre tous les symboles de la société parce qu'ils ne trouvent pas leur place dans C'est cette exactement société-là. ça, tout à fait. Donc ils sont révoltés contre la coutume, ils sont révoltés contre le pouvoir politique, contre l'Église, contre l'école, etc. On dit que la colère, c'est une porte d'entrée quand on n'en a plus d'autres. Ben, C'est il exactement n'y a ce qui plus s'est passé. d'alternative et c'est pour ça que je pense qu'ils ont rien à perdre. Ils n'ont rien. Ils Mais ne pourtant- possèdent rien, donc ils n'ont rien à perdre, ces gamins-là. Alors, je vais essayer d'amener une autre lueur au milieu de ce discours. Quand même, on vit ensemble. Quand on se promène dans certains espaces, les marchés, certains quartiers, les stades de foot, etc., les gens au quotidien dans la vie, ils vivent ensemble en Calédonie. Il y a quand même des espaces où il y a des gestes, où il y a des rires, où il y a des choses qui sont partagées à l'école, dans le travail. Donc peut-être qu'il faudrait, ce qu'on a essayé de faire avec NC 2025 à l'époque, mais partir de ce terreau qui est là. Le terreau existe. Il existe. Et tu as tout à fait raison. Moi, j'étais il y a 2 jours en tribu, entre la Konetiwaka, dans une tribu là-bas. On a été reçus, mais vraiment, on voit que, ben, oui, il y a des gens qui ont encore cette sensibilité-là. Mais encore faut-il avoir cette capacité à écouter, à entendre les difficultés, la souffrance des uns et des autres. Mais aujourd'hui, il y a effectivement ce terreau. Le problème, c'est que là, on est dans un contexte politique qui est très compliqué. Okay. Et que si, malheureusement, on a de nouveaux événements, et on a l'impression que, franchement, on y va tout droit. Qui parle aujourd'hui de ces jeunes de l'année dernière? Qu'est-ce qu'on a fait pour eux depuis? Qu'est-ce qu'on a fait pour eux depuis? Est-ce que, dans le discours politique actuel, il devrait y avoir une obsession? C'est la jeunesse. La jeunesse, les jeunesses. La jeunesse. Ouais, tout à fait. On dit toujours, oui, la jeunesse, c'est l'avenir du pays, etc. On en parle à la marge. La jeunesse, c'est le présent du pays. On en parle à la marge. C'est le présent. On s'en occupe pas. Et je pense que cette jeunesse, elle va encore exploser, parce qu'elle ne se retrouve pas dans tout ce qui est dit, de tout ce qui est proposé, de tout ce qui est fait politiquement. Elle ne s'y retrouve pas. Et à partir du moment où ça démarre dans ces situations-là, ça devient très compliqué. C'est qu'à chaque fois, ce terreau-là, cet espace-là, on le perd un peu plus, on a l'impression. On le pousse ouais. dans des limites presque inatteignables. Ouais. Et il y a un moment donné où le risque, on l'a vu dans d'autres pays au monde, c'est que quand la révolution de terrain démarre, ça devient très vite un problème ethnique. C'est les Blancs contre les Noirs, c'est le Nord contre le Sud, c'est les nantis contre les pauvres. On l'a vu ça au cours de l'histoire de l'humanité partout. Et là, on a l'impression qu'on a construit toutes les conditions qui vont faire émerger cette explosion-là. Est-ce qu'on aurait aujourd'hui, là, à l'instant T, avec tout ce que tu viens de dire, une porte de sortie? Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la porte de sortie, ce serait qu'on provoque très rapidement des élections provinciales. Okay. Qu'on donne la chance à certains courants politiques de proposer un projet de société. Okay. Moi, je pense que si on repousse les élections provinciales encore pendant 1 an, 2 ans, en plus il peut se passer des choses en métropole entre-temps, on prive finalement la population de cette capacité d'expression à travers des élections. Et ça fait longtemps déjà, c'est le plus grand mandat. Moi, quand j'ai été élu pendant la période des accords de Nouméa, j'ai vécu le mandat le plus court de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, ça a duré pendant 4 ans. Non, ça fait un moment que ça dure. Mais ça dure de trop. Aujourd'hui, il faut aussi que les forces politiques du territoire puissent se compter. Et je pense qu'on va être très surpris. On a eu déjà des éléments sur le dernier recensement, mais on va être très surpris, à mon avis, de la façon dont la composition politique du pays a changé. Ouais. Et ça, je pense qu'il faudrait pouvoir se compter très rapidement. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est la dernière chance. D'accord. Si on part encore, si on attend encore 1 an avant d'organiser des élections provinciales, on laisse la place à beaucoup de tensions, et ça sera peut-être beaucoup plus que des tensions, et qui risquent d'être beaucoup plus importantes que la dernière fois. Bon, bah écoute Laurent, merci. Désolé. Cette échange. Non, je te remercie pour la sincérité, l'honnêteté, et puis je pense la lucidité, et en espérant que tout ça soit entendu.
Merci. Merci, merci Véro.